Dans un instant, vous allez entendre Emmanuel Todd, historien, chercheur et anthropologue, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 13 février 2020, autour de son essai intitulé « Les luttes de classe en France au XXIe siècle », édité au Seuil, lors d'une rencontre animée par René Duclos. Bonsoir à tous et à toutes. C'est peu dire que vous êtes nombreux ce soir. C'est un euphémisme, je crois. D'ailleurs, qu'on pourrait inscrire cette soirée au livre des records de la librairie Ombre Blanche. Merci d'être là et merci à Hélène et Christiane de m'avoir permis et de lire votre livre, Emmanuel Todd, que je connais. Moi, pour parler franchement, et c'est pas pour être sympa, je suis très heureux d'être à Toulouse, qui est ma ville préférée en France. Ah, voilà. Vous allez vous faire encore plus d'amis. Et j'aurai ici des témoins, donc je ne bidouille pas. Non, vous n'êtes pas du genre. C'est vraiment du fond du cœur, hein, vraiment. Voilà. Alors, je disais en préambule que j'étais très heureux d'animer cette soirée, peut-être parce que je vous connais, que je vous apprécie de longue date, que je vous ai lu, que vous m'avez fait sourire et rire, quelquefois éclater de rire dans votre livre, bien qu'il ne soit pas drôle. Votre sens de la formule est extraordinaire. Moi, c'est le compliment que j'attends de ce livre, un livre drôle. Voilà, il y a beaucoup de drôleries. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de drôleries. Je ne vais pas faire l'injure de vous présenter Emmanuel Todd. Si vous êtes là, c'est que vous le connaissez. Je dirais simplement qu'il a plusieurs casquettes. Historien, c'est une casquette à laquelle vous tenez beaucoup, démographe, sociologue, anthropologue. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Vous êtes très connu sur le plan international. Vous êtes un chercheur aussi. Vous avez écrit beaucoup, et on le retrouvera, sur les systèmes religieux et familiaux, leurs interactions, leurs incidences sur notre vie économique et sociale. Et dans votre livre, là, vous conjuguez deux approches. Une approche civique, on la sent très présente, et une approche scientifique, technique. Et ce que vous a incité à l'écrire, on le sent bien, c'est ce qu'on appelle l'accélération de l'histoire, qu'on constate aujourd'hui, les mouvements sociaux, et plus particulièrement le mouvement des Gilets jaunes, auquel vous consacrez d'assez longs chapitres. Le titre de votre livre ne souffre pas d'ambiguïté. Les luttes des classes. Donc c'est dit, c'est écrit. Nous allons en parler longuement. C'est un concept qui a été longtemps délaissé, pour ne pas dire un peu archaïsé, laissé de côté, mais qui est réactivé visiblement par la crise économique, on va en parler. Parler de lutte des classes, immédiatement, c'est renvoyer à Marx, on va dire un petit mot en introduction, et la vision de Marx de la lutte des classes, et avec deux autres penseurs qui vous ont accompagné, qui sont très importants à vos yeux, un plus ancien, Durkheim, et un dont j'avais lu à l'époque les écrits, qui m'avaient particulièrement marqué, Alain Ehrenberg, La fatigue d'être soi, aux côtés de Marx. C'est une belle trilogie. Alors, pour Marx, je ne vais pas vous le rappeler, mais pour Marx, c'était une vision ascendante, la lutte des classes. Ça devait, au final, aboutir au triomphe du prolétariat et finalement une société sans classe. Aujourd'hui, on va le découvrir en lisant votre livre, il n'en est plus question, on est toujours dans la lutte des classes, mais plutôt une lutte des classes descendante. C'est ce que vous nous dites. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, on vous l'a déjà posée, vous voudrez bien m'excuser de vous la reposer une nouvelle fois, mais quand je lis, par exemple, ce que disait Luma dimanche, qui vous disait partiellement marxiste dans votre approche, de Marx, vous dites plusieurs choses. Il a écrit beaucoup de bêtises, mais il avait un jugement d'une grande acuité, et surtout, il vous a appris à penser. C'est un point très important. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu surtout de lui? En quoi vous a-t-il marqué dans votre approche et dans votre travail jusqu'ici et dans votre dernier livre? J'ai commencé quand même à réfléchir intellectuellement en tant que membre des jeunesses puis du Parti communiste, quand j'avais entre 17 et 19 ans. Ça a été très bref, mais comme chacun sait, c'est un moment décisif de l'existence. Donc j'ai un fond de connaissance du marxisme, de Marx, très ancien, si on peut dire. C'est la première couche de ce qui me vient à l'esprit. Il en tient une couche, mais bon, c'est pas le sujet. Et donc j'ai une sorte de connaissance vraiment très ancienne et intime, mais l'économie marxiste, le capital, pour moi, c'était de la métaphysique. Ce qui m'a toujours fasciné chez Marx, c'est deux choses. C'est les grands textes historiques sur la France, les luttes de classe en France, le 18 Brumaire, c'est le livre que j'utilise le plus là, et puis une sorte de personnalité de chercheur, pas encastré dans une carrière universitaire. Ça me parle, ça me parle de ma vie,
en fait. Marx est un type qui s'est consacré à son œuvre en tapant son copain Engels pour des subsides. Moi, j'ai trouvé un poste de bibliothécaire à l'INED qui a remplacé Engels, si on peut dire. Mais il y a ce côté personnalité libre, qui n'a pas peur, qui y va. C'est une sorte de modèle de comportement intellectuel et psychologique. Donc, c'est vrai que j'ai passé toute ma vie ensuite, à partir de l'Angleterre, je dirais, à me désengager des problématiques de classe et à considérer que sous les conflits économiques et politiques qui sont la chose visible et consciente de notre vie sociale, il y avait des choses plus profondes, il y avait la religion, puis il y avait, au premier chef, ce dont je suis spécialiste, c'est les structures familiales. Donc j'ai passé quand même, je suis aussi devenu très très anticommuniste, je veux dire, mes 2 premiers livres, des essais, c'était un essai sur les fondements du système soviétique, le 2e livre s'appelait Le fou et le prolétaire, et je considérais le communisme comme une forme particulière de schizophrénie. Donc je me suis quand même pas mal éloigné du marxisme, etc. Et j'ai le sentiment, et je n'ai pas changé d'avis, qu'avec les structures familiales, j'ai atteint des déterminants plus profonds. C'est-à-dire que si vous prenez le grand modèle historique, si vous prenez la crise de 29, vous avez bien une crise du capitalisme à l'échelle internationale qui touche tous les pays capitalistes. Mais simplement, aux États-Unis, ça donne Roosevelt. En Angleterre, les conservateurs reviennent au pouvoir et ne font rien, ou si peu, ils dévaluent. En France, vous avez Léon Blum, le premier président du Conseil juif, en fait. En Allemagne, vous avez Hitler. Et sans l'analyse par les structures familiales ou les variables religieuses, vous ne pouvez pas comprendre cette diversité de réactions à un phénomène économique très général. Je considère toujours que le communisme est apparu là où il est apparu parce qu'il y a des structures familiales paysannes d'un certain type, communautaires, et pas d'industrie, la Russie, la Chine, etc. Donc, je ne renie rien de mes recherches antérieures. Il n'y a pas de problème. Mais cela dit, je dirais que ce qui m'a permis de faire ces recherches, ce qui m'a permis, ou ce qui nous a donné le temps, parce que beaucoup de gens ont travaillé sur les structures familiales. Moi, j'ai été formé en Angleterre à l'étude des structures familiales. Ce qui nous a donné le temps et ce qui m'a donné le temps, c'est quand même l'espèce de paix économique que ma génération a eue. Je suis de 51, donc j'ai eu une vie économique paisible. Ces baby-boomers haïs à travers tout le monde occidental maintenant. Et donc, j'ai eu le temps de regarder plus profond. Vous voyez ? Ça permet de situer les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On est reparti dans une phase de problèmes économiques. On appelle pudiquement grande récession, qui est quelque chose comme une 2e crise mondiale. Et on ne peut plus simplement se contenter de se dire tout va bien, les problèmes de l'humanité sont résolus, nous allons chercher des variables historiques profondes. En fait, si, je travaille à une comparaison du néolithique européen et du néolithique amérindien. Je reste dans ma génération. Mais je fais un dernier effort pour m'intéresser à ce qui se passe. Et je vois que ce qui remonte, c'est du problème économique, c'est du conflit économique. Et donc, je reprends Marx, je reprends le concept de lutte des classes. Le titre du livre est en fait, ça m'est venu comme ça parce que le Seuil, je le dis dans l'intro, le Seuil me demandait un titre. J'étais en train de faire le livre. Et pour me marrer, à l'instinct, j'ai fait un double pastiche. C'est-à-dire les luttes de classe en France, c'est Marx. Au XXIe siècle, Piketty. Donc je me suis dit, je vais pasticher 2 personnes totalement dissemblables ensemble. C'est rigolo. Ouais, en fait, ça collait vraiment bien au sujet. Ça doit être du Sacha Guitry, ça. Méfiez-vous, la première impression, c'est la bonne. Vous voyez, donc c'est comme ça. Mais en fait, en France est la chose importante. Je crois que dans la démarche de Marx, il y a une énorme lucidité et un énorme aveuglement. C'est-à-dire, Marx, c'est le type qui, il était d'origine juive allemande. Donc on dit toujours, Marx est la synthèse de la philosophie hegelienne, remise éventuellement sur ses pieds, de la tradition révolutionnaire française et de l'économie politique anglaise. C'est ce qu'on dit de Marx. C'est vrai pour Marx. Il y a tout ça dans Marx, mais c'est juste que la synthèse n'a jamais été faite. C'est un compactage. En particulier le concept de lutte de classe qu'il a pris à des historiens français, que je cite, qu'il a observé en France, en fait en 1848, et 1851, et il a cherché à l'étendre à la planète entière,
en commençant par l'ensemble du monde développé. Et simplement, la lutte des classes, hors de France, souvent, ça ne marche pas. L'Angleterre a des classes sociales, peut-être plus encore que la France en un sens. Les ouvriers anglais ne parlent pas vraiment la même langue que l'aristocratie, mais il n'y a pas de conflit. D'ailleurs, l'histoire du Brexit vient de nous le montrer. Je veux dire, la partie des classes supérieures passée par Eton, des gens comme Boris Johnson, a tenu compte de ce qu'ont voté les ouvriers du nord de l'Angleterre. Donc vous avez un milieu populaire qui est déférent vis-à-vis des catégories sociales supérieures et des catégories sociales supérieures qui, comme des nobles anciens, sont tout à fait prêts à tenir compte des intérêts et aspirations des milieux populaires. Aux États-Unis, ça ne marche pas. Ce qui intéresse les Américains, c'est la question raciale. L'important aux États-Unis, ce n'est pas de savoir à quelle classe sociale on appartient, c'est de savoir de quelle couleur on est, pour résumer. Donc en Allemagne, bon, on ne va pas en parler, mais c'est clair que je veux dire, la lutte des classes n'est pas leur don premier. Hein, je veux dire, c'est comme le sens de l'humour. Ça vient pas dans la culture allemande, la lutte des classes. Bon, vous voyez. Mais en France, si. Donc en fait, je reprends Marx pour la France maintenant. Je dis, on repart vers des phénomènes de lutte de classe en France, mais c'est la lutte des classes en France. C'est-à-dire que le marxisme que je prends est encastré dans l'anthropologie. Il reste encastré dans l'anthropologie et nous n'allons pas, de toute façon on en aura guère la force à notre échelle maintenant, devenir la lumière du monde, menant le monde entier vers un renouveau des luttes de classe. C'est pas ça du tout. C'est la lutte des classes, c'est pour ici en France, spécifiquement. Je trouve que mon rapport au marxisme est bien défini là. Alors, il y a une question que vous posez, qui est au cœur de votre livre, et qui finalement, ce sont des interrogations qu'on peut partager avec vous. Échec économique manifeste de notre pays, vous le démontrez à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs, et conséquences, malgré tout, acceptées. Et là, pour comprendre, il faut en revenir à ce que j'appellerais les fondamentaux, l'évolution des systèmes familiaux et religieux. Il y a eu des évolutions, vous le démontrez dans votre livre, entre 92, puisque votre approche est historique et anthropologique. Et ce qui est très intéressant, j'ai trouvé très intéressant, c'est les trois niveaux, conscient, inconscient et subconscient. J'aimerais que vous nous parliez de cette démarche-là et de ces concepts-là, parce que l'économie, on a tous compris que c'est le conscient, c'est dont on parle, mais en dessous, il y a autre chose qui travaille d'une certaine manière, qui est important. Oui, alors le livre est vraiment... ça a été fait très vite, et ça a été fait... finalement, je m'en rends compte, et j'en parlais avec un copain qui est là, que vous ne voyez pas, qui est assis, avec la collaboration de pas mal de jeunes, en fait. J'avais décroché, en fait. J'étais sur le néolithique, qui me passionne. Je suis désolé, c'est vraiment... Si vous avez des questions sur le néolithique, je serai aussi... encore que je ne suis pas encore tout à fait au point. Donc, dans cet accès de civisme, je me suis dit, il faut aller vite. Je suis plus capable... Un livre comme Qui est Charlie, qui m'a valu tant de problèmes, qui était beaucoup plus petit, beaucoup plus mince, je l'avais écrit en un mois. C'était en 2015. Celui-là, évidemment, il fait 380 pages. Je ne me sentais pas physiquement capable de faire un livre de 380 pages en 4 mois. D'ailleurs, peut-être pas aucun âge, on pourrait. Et donc, j'avais un copain, Baptiste Ouvray. Je dictais des réflexions qui transformaient en articles pour la revue Books. Et je me suis dit, je vais lui dicter chapitre par chapitre ce livre. Et en fait, la façon de travailler était vraiment très intéressante. Internet permet ça, on peut aller très vite dans la recherche des données. Moi, je ne savais pas ce qui s'était passé entre 1992, le traité de Maastricht, et les Gilets jaunes. Et je veux dire, je ne savais pas comment vraiment la société française avait évolué. Je n'avais pas suivi. Il ne faut pas tout faire à la fois. Je sortais d'un pavé sur l'histoire du monde. La France n'était pas dedans, ou très peu. Donc, j'ai fait des recherches sur tous les champs. Économique, éducatif, sur les structures familiales. Et je suis arrivé à des choses qui m'ont quand même beaucoup étonné. C'est-à-dire, je voulais comprendre pourquoi la France avait à la fois accepté la monnaie unique, mais aussi apparemment sa conséquence. Ça commence à devenir clair, et je ne sais pas d'ailleurs si les gens vont toujours l'accepter, c'est-à-dire un phénomène d'appauvrissement et de remontée des luttes. En fait, c'est très curieux. Voilà, mais le livre doit beaucoup. Je tiens à le lire, ça me paraît. Donc, il y a un type qui est venu me voir, qui me dit: ah, mais je vous ai vu aux conférences sur les banlieues. Vous comprenez pas l'attitude des banlieues. Ils n'étaient pas du tout contre les gilets jaunes. Moi, je lui dis: prouvez-le-moi. Et puis, il m'a rendu un mémoire avec des interviews de gens en banlieue et puis une analyse du rap
dedans. Et donc, je suis arrivé à la conclusion qu'un point de plus d'homogénéité de la société française, c'est que c'était pas du tout comme en 2015. Les banlieues étaient... Donc, ça m'a donné ces beaux titres, Flashball pour tous, qui est l'essence de la solidarité des banlieues avec les Gilets jaunes, quand même. En fait, en théorie, un type très vif aurait pu se dire que si le pouvoir se mettait à traiter des Français de province défavorisés économiquement comme des gosses d'arabes de banlieue, ça allait créer des solidarités inattendues. Mais c'est quand même mieux de le voir écrit. Voilà. Il y a un géographe qui m'avait entendu me lamenter sur l'absence de carte du phénomène gilet jaune, qui m'a dit moi j'en ai, vous voulez? Puis il fait des cartes d'après Facebook, enfin des trucs super. Mais même Ehrenberg, ça je le dis pas, je peux pas le dire. C'est ma fille aînée qui m'a conseillé de le lire. Vous voyez? Les grands mouvements que j'ai décelés et qui finalement m'ont surpris et qui m'ont permis ou qui me permettent d'approcher le mélange de passivité et de révolte de la société française, c'est, bon, alors bien sûr, vérification de l'effondrement industriel de la France, de la disparition du fait que le monde ouvrier, qui était encore le pivot de la structure sociale, quand j'avais fait ce qu'on appelait la loi de Chirac en 95 ou 94, bon, ça y est, c'est fait. Et donc j'ai vu la montée très rapide des professions intermédiaires, la montée un peu moins spectaculaire dans mon souvenir des cadres et professions intellectuelles supérieures, des emplois qualifiés, etc. Et donc j'ai vu une structure, un paradoxe, c'est-à-dire une société dont le niveau de vie baisse. Je suis d'ailleurs pris maintenant dans des polémiques avec la direction de l'INSEE, dont j'aimerais reparler, car c'est un grand moment de bonheur pour moi. Si quelqu'un peut me poser une question sur mes rapports avec la direction de l'INSEE à la fin, je serais ravi de donner les derniers développements de ce conflit sanglant. Donc, baisse du niveau de vie, mais sans monter des inégalités. Ce qui ne me met, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ne me met nullement en conflit avec Piketty. Parce que ce que Piketty avait mis en évidence, c'est la montée des 1% d'en haut, ou de 0,1% d'en haut. Simplement, dans les pays anglo-américains, ça a été accompagné d'un décrochage vers le haut des 10 ou 20% suivants. Et ce qui est tout à fait caractéristique de la France, c'est que les 10 ou 20% suivants sont restés, avec des revenus plus élevés, certes, mais sont en termes de tendance restés exactement alignés sur les professions intermédiaires et les ouvriers. C'est-à-dire que le gros de la population n'a pas été explosé par les inégalités. Pour moi, ça a été je dirais, une grosse surprise. Et puis, quel que soit le paramètre, c'est là, alors les gens aussi, alors les gens essayent de monter un petit peu, particulièrement ceux qui n'avaient pas lu le livre. C'est plus facile quand même de raconter n'importe quoi quand on n'a pas lu un livre. Mais les gens qui l'avaient lu ont essayé de me mettre en opposition avec mon copain Jérôme Fourquet. Donc Jérôme Fourquet, une France atomisée, c'est totalement ridicule. On a travaillé ensemble. Du coup, on va faire un débat pour mettre, je dirais, les choses au point. Mais moi, ce que j'ai observé, donc ça n'est pas une archipélisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments qui peuvent amener à une vision autre. Il s'agit d'un débat scientifique aussi, quelque part. Mais en termes de tendance, de mouvement, j'étais vraiment saisi par l'existence d'un mouvement homogène de la société. C'est-à-dire que si les inégalités n'augmentent pas et que le niveau de vie baisse, ça veut dire qu'il baisse pour tout le monde. Si je travaille sur l'éducation, effectivement, j'ai fini par admettre quand même le niveau éducatif baissait. Je cite un très bel article de l'ADEP qui étudie ces choses-là, qui m'a été fourni par un autre jeune d'ailleurs. Voilà. Simplement, quand on regarde le détail, on voit que le niveau en calcul, à l'âge de 10 ans, des enfants de cadre supérieur baisse presque aussi vite que celui des enfants d'ouvriers. Ce qui est quand même, d'un point de vue démocratique, assez satisfaisant. Même si le mouvement d'ensemble, je l'admets, est un peu déprimant. Hein? Alors, l'homogénéisation de la religion dominante en France, du catholicisme, ça, c'est un sujet sur lequel on avait travaillé avec Fourquet. En France, c'est dans la moitié de mes bouquins sur la France, il y avait une France centrale, libérale, égalitaire, nucléaire égalitaire au niveau des structures familiales, le bassin parisien, la façade méditerranéenne, déchristianisée dès le milieu du XVIIIe siècle. C'est celle qui a fait la Révolution française. Et puis il y avait une périphérie, comptez tous les autres, l'Ouest, le Pays Basque, le Sud-Ouest du Massif central. Donc vu d'ici, on commence à voir à partir du Quercy,
de la Haute-Loire. C'était rempli de Cubénis, quoi. Il faut dire la vérité. Oui, je suis capable de me décentrer sur Toulouse quand même. Je suis capable de donner une vision géographique vue de Toulouse. Et donc la pratique religieuse s'est effondrée dans ces régions-là. Mais même le concept de, mal compris, de catholicisme zombie, que j'avais utilisé d'abord avec le Braz, puis dans Qui est Charlie, pour expliquer qu'il subsistait des comportements sociaux et psychologiques de type catholique, d'entraide, de hiérarchie, après la disparition de la pratique religieuse. Ça aussi, c'est fini. Si on lit correctement les données, alors certes, ça a désorganisé le système politique français, qui était structuré par cette opposition religieuse, mais ça veut dire que la France, d'une certaine manière, n'a jamais été aussi homogène. En fait, le clivage apparu au moment de la Révolution française a disparu. Et puis, si on se peut, alors là, je vais plus profond, ça c'est autre chose. J'ai toujours insisté dans mes livres sur le fait que l'un des paradoxes de la France, dont les structures familiales régionales étaient très diverses, eh ben, ça résistait, ça continuait d'expliquer des comportements. Donc j'aurais pu parler, par exemple, pour le Sud-Ouest, d'une famille souche zombie. Famille souche, c'est on fait un aîné, c'est l'hostal, ces trucs-là. Famille nucléaire égalitaire dans le Nord. Et la façon dont je mesurais ou dont je tentais de vérifier l'existence persistante de cette polarité famille nucléaire, famille souche en France, c'est je prenais les indicateurs de fécondité du bassin parisien, qui étaient autour de 2 ou supérieurs à 2, et je prenais les indicateurs de fécondité du Sud-Ouest, qui étaient à 1,5, c'est-à-dire de niveau allemand ou japonais. La famille souche produit, c'est plutôt lié au statut des femmes d'ailleurs que des questions d'héritage. Et là, c'est fini en fait. Cette polarité est tombée. Le livre est honnête. J'analyse des différences. C'est-à-dire qu'il y a une analyse très nuancée, je pense, de la façon dont le blocage économique a refermé certains groupes sociaux sur eux-mêmes et permet d'expliquer la persistance d'une légère différence maghrébine. Je calcule un coefficient de corrélation entre ces chiffres qui m'ont été donnés par Fourquet sur le nombre d'enfants à la naissance auxquels on donne un nom d'origine musulmane ou arabe et la fécondité. On obtient une corrélation qui est tout à fait significative. Mais ça va être une différence qui n'est pas supérieure à ce qu'on peut observer vers 1900 entre la Vendée et la Seine-et-Marne. Hein. Je veux dire, il ne faut pas s'affoler quand même. C'est moins de gens, c'est moins important. Et là aussi, on a de nouveau donc disparition de la diversité religieuse, disparition de la diversité familiale, chute homogène des niveaux de vie, chute homogène des niveaux éducatifs. Je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Chute de la fécondité dans toutes les classes sociales en décalé. Le quart le moins favorisé d'abord, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. C'est les quartiles. Donc on a vraiment l'impression d'une société qui, si on laisse les 1% d'en haut, coule de façon homogène. Et comme je suis très empathique vis-à-vis des catégories sociales supérieures, non, mais je rigole pas, je fais pas partie de ces gens, le marxisme vulgaire, qui consiste à dire oui, c'est dégueulasse, il y a les 1% d'en haut qui s'empivent. La théorie économique la plus simple dit que quand on est très riche, de l'argent supplémentaire, c'est-à-dire l'utilité marginale de l'argent, vaut 0 en fait. Je veux dire, les gens très riches ne s'intéressent pas à l'argent. C'est une chose qu'il faut savoir quand même. Il faut en être content. Enfin, je veux dire, il faut en être conscient. Content, je ne sais pas, mais bon, j'analyserai plus tard ce lapsus. Mais pour eux, les problèmes se posent en termes de pouvoir plutôt, ou de pur délire actuellement d'ailleurs. Et de délire parce que plus de pouvoir. Puisque la réalité des 1% d'en haut, des 0,1% d'en haut, avec au cœur les énarques et la haute administration, qui en France est beaucoup plus, c'est l'un des axes du livre aussi, beaucoup plus qu'un soi-disant capitalisme qui a été totalement détruit, sont aux commandes, c'est qu'eux ont eu une chute de statut à l'intérieur de l'Europe et du monde absolument inimaginable. Je veux dire, il y a encore 15 ans, les classes dirigeantes françaises, centrées sur l'État, étaient l'une des 2 classes dirigeantes les plus importantes d'Europe, à parité avec l'Allemagne. Et maintenant, ils se font siffler par les ministres allemands s'il y a besoin de faire quelque chose. Donc eux aussi, finalement, sont en chute libre. Vous voyez ? Donc peut-être ça va pour les... Oui, pour la description de notre monde si agréable.
Emmanuel Todd à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 13 février 2020, à l'occasion de la présentation de son ouvrage « Les luttes de classe en France au XXIe siècle », publié aux éditions du Seuil. Moi, je voudrais vous interroger aussi sur le poids ou la part respective des indicateurs démographiques, épidémiologiques, Oui. qui sont quand même propres à toutes les sociétés européennes, notamment le vieillissement, Ah oui, je parle beaucoup du vieillissement. l'augmentation des dépenses de santé, Oui. même le taux de mortalité, etc. C'est des paramètres qui sont quand même partagés dans les pays industrialisés. Et ce qui est propre à la France. J'ai envie de vous poser cette question. Parce que propre de la France, qui est particulier, vous parlez de la décentralisation, de la désindustrialisation, pardon, et de la tertiarisation, mais on trouve ces mouvements un peu Qu'a de particulier la France? Je vais juste répondre sur les indicateurs démographiques. Les indicateurs démographiques, le premier auquel on pense, c'est la fécondité. Et si on compare les pays plutôt que les régions françaises, la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'Occident n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un monde du Nord-Ouest, les pays anglo-américains, la Scandinavie et la France, qui a gardé jusqu'à très récemment, je dirais, des fécondités raisonnables, autour de 2 enfants par femme ou un peu moins. Et puis il y a le reste de l'Europe, dont l'Allemagne, et puis le Japon, la Corée, etc., autres pays très avancés, avec des fécondités très basses. Ça renvoie à de l'anthropologie profonde. Maintenant, dans les mouvements récents, comment dire, là, je suis presque déjà dans ma polémique avec l'INSEE, mais pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Car je ne suis pas un provocateur, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire que, comment dire, les données économiques sont, pour moi, des données faibles en termes de valeur, de vérificabilité. Et ça avait été d'ailleurs tout à fait noté par le fondateur de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, Alfred Sauvy. Les données économiques, alors ça va des données soviétiques où on comptait des paires de godasses sans vérifier qu'il y avait 2 chaussures par paire, vous voyez, aux données qu'on utilise pour calculer les produits intérieurs bruts, qui agrègent des choses et qui utilisent des prix, en fait. Le problème, c'est que vous avez un prix fixé sur un marché. Alors le pire, c'est l'objet de ma polémique avec l'INSEE, c'est quand vous avez des indicateurs synthétiques d'évolution des prix. Moi, je fais partie des gens, de plus en plus nombreux, qui pensent que les indicateurs d'évolution des prix de l'INSEE sont pourris. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis tellement content que la direction de l'INSEE ait publié sur un blog pratiquement consacré à ça, comment ils arrivaient à ce truc extraordinaire de dépenses en logement qui compte pour 6% dans l'évolution de l'indicateur de prix. On peut y arriver, hein. Ils expliquent comment, mais allez sur le blog de l'INSEE. Vous tapez INSEE Todd ou INSEE Todd insupportable, INSEE Todd cinglé, INSEE Todd pas gentil, je ne sais pas. Hein. Moi, je peux le trouver. Voilà. Ils développent. Alors, il y a une sorte de rationalité administrative du truc. Oui, alors on sépare les locataires du parc privé, les locataires du parc HLM. Les propriétaires, les accédants à la propriété. Mais alors, si vous accédez à la propriété, ça ne vaut rien parce que vous accumulez un capital, donc vous n'avez pas de dépenses. C'est bien connu qu'un jeune qui achète un appartement ne dépense rien. Vous voyez ? En fait, pour moi, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre que ça aurait un sens si la France était une société de caste où personne ne change jamais de catégorie. Hein ? Et ça aurait un sens si nous n'étions pas une économie de marché et qu'il n'existait pas de marché global du logement. Vous voyez ? Donc en fait, ça aurait un sens si on vivait en Union soviétique vers 1970. Hein ? Et là, effectivement, dans l'Union soviétique des années 70, à mon avis, peut-être 6% de logements comptés comme indice de prix, ça aurait du sens. Je reviendrai là-dessus si je peux, car je suis chaud patate sur l'INSEE. Non, mais c'est très important parce que je vous rappelle qu'on est en train de voter une loi sur les retraites qui va contenir dedans un indicateur de l'INSEE qui n'existe pas. Et donc, en fait, je vous dis, l'indicateur de l'INSEE bidouille les chiffres du passé et on va les mettre au travail pour inventer un indicateur qui bidouillera les chiffres du futur. Donc l'INSEE est un problème politique
pour tout le monde. Hein, vraiment, c'est très important. Mais, donc moi, ce que je fais toujours, comme je n'ai pas très grande confiance dans les indicateurs économiques pour évaluer des niveaux de vie, des choses comme ça, je fais toujours un contrôle par la démographie. Parce que la démographie vous donne des indicateurs sûrs. Par exemple, pour prédire l'effondrement de l'Union soviétique, j'avais dit, regardez, le PIB soviétique, il augmente à toute vitesse, ils ont des milliers de chars, ils envoient des fusées, mais regardez, le taux de mortalité infantile augmente. Les données démographiques, elles sont fortes parce que l'homme est fragile. Il y a une équation fondamentale en démographie, ce qui naît doit mourir. Donc vous ne pouvez pas trafiquer. Si vous dites que quelqu'un n'est pas mort à un moment donné pour améliorer les résultats, je veux dire, plus tard, il va vous manquer quelqu'un. Il y a un principe de contrôle interne extraordinaire. Et donc, ça y est, la France, ça y est. On était tout à fait dans le peloton de tête, j'en viens maintenant à votre question, des nations les plus avancées, avec les Scandinaves, les Japonais, pour la mortalité infantile. Ça, c'est terminé. On n'est pas dans une hausse généralisée encore. Mais on a eu des accès de remontée, on n'est plus dans le peloton de tête, on voit ça. De même, la baisse de la fécondité pour tous les groupes sociaux est un indicateur beaucoup plus sûr en fait, de changement des conditions de vie, de niveau de vie, que les évaluations du niveau de vie de l'INSEE qui vont vous agréger des revenus, vous déflatter ça de façon homogène, quel que soit votre mode de vie, par un indice des prix calculé de façon fantaisiste. Voilà. Mais il y a pire que nous, en fait. Moi, je suis plutôt pro-américain d'esprit. C'est ce qui va me pose déjà beaucoup de problèmes avec des militants de gauche qui sont hostiles au système. Je dis qu'on a besoin des États-Unis comme alliés pour sortir de l'euro. Je sais que j'ai déjà plein de courriers qui disent que je suis fou sur ce sujet. Mais je suis lucide. Les États-Unis, eux, font déjà l'expérience de hausse de la mortalité. Si j'étais dans une émission de télévisée et je voulais créer un blanc devant les gens qui sont sur le plateau, je dirais non, mais la hausse de la mortalité aux États-Unis, c'était avant Trump. Ça va s'arranger. Non. Alors, personnellement, j'ai été très troublé par le retour d'un certain nombre de concepts économiques. Qui appartiennent au passé. À mon âge, c'est normal. Hein. Non, mais je parle de destruction créatrice. Oui. Là, c'est plus ancien. Oui, mais c'est Macron qui parle de ça. Ruissellement. Mais c'est pas ce que c'est. Mais alors, comment expliquer quand même, quand on relit un peu Adam Smith, on retrouve ces concepts qui datent du XVIIIe siècle, le XIXe. Comment expliquer ce grand retour? Est-ce que c'est en fait qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, hein, au fond, ou qu'ils disent n'importe quoi, je ne sais pas, ou qui ne maîtrisent pas les données? Comment expliquer qu'on s'accroche encore à des concepts qui non, mais alors, le livre est beaucoup un essai sur la fausse conscience. Hein. Je redéfinis une objectivité de l'histoire à travers tous ces paramètres économiques, démographiques, familiaux. Et puis ensuite, je situe l'attitude des groupes sociaux par rapport à ces évolutions objectives. Je dis, ce qui caractérise la société française, c'est la fausse conscience. Par exemple, les winners, là, les cadres et professions intellectuelles supérieures, dont je vois les revenus baisser, et encore plus ceux de leurs enfants, je les rebaptise losers d'en haut, vous voyez, ou petite bourgeoisie CPIS, en hommage à Marx. Et puis je parle de la non-conscience absolue des professions intermédiaires, qui sont le centre de gravité de la société française. Mais pour moi, stratégiquement, la fausse conscience la plus importante, c'est celle de la petite bourgeoisie, qui est ma classe. Hein. Si je vous montrais mes bulletins de retraite, de pension de retraite, vous verrez que je ne suis pas, comme certains marxistes le disent maintenant, un grand bourgeois devenu intellectuel. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Stratégiquement, c'est ça. Et ce qui se passe maintenant, ce qui est très très intéressant à suivre, c'est l'évolution du corps enseignant. L'évolution du corps enseignant, qui était dans une fausse conscience macroniste hallucinante. Je donne des chiffres. 50% des agrégés ont voté Macron. Peut-être je le dis avec une certaine forme de ressenti. Non, c'est pas vrai, ma fille est agrégée de maths. Donc, non, mais moi, j'ai pas la grecque. Mon père a raté 3 fois la grecque d'anglais. Donc, non, je ne suis pas en train de me venger, puisque maintenant, on a... c'est l'auto-analyse sauvage. Mon père, 3 fois, a raté la grecque d'anglais, étant bilingue. Mais ça se passait à une époque où les gens qui faisaient passer l'examen ne parlaient pas anglais. Donc ça peut s'expliquer. Vous voyez ? Mais c'est pour dire que je viens de ce monde-là, en fait. Que quand je parle de fausse conscience des enseignants, etc., je ne suis pas dans un rapport d'hostilité, c'est que je parle au mien, en un sens culturel. Le basculement du corps enseignant va être la fin du système. Et là, comme on vient de leur apprendre qu'ils n'auraient pas leur retraite... je pense que ça va commencer à bouger très, très, très vite dans toutes les directions.
Voilà. Bon. Mais je dirais que la plus importante, c'est la fausse conscience de la petite bourgeoisie, CPS. Mais la plus rigolote à analyser, c'est la fausse conscience, l'ignorance ou les déficits cognitifs des gens qui nous gouvernent. Ça, c'est vraiment un délice pour l'esprit. Vous voyez, il y a une théorie assez développée sur la façon dont le blocage de la mobilité scolaire, même malgré les baisses de niveau éducatif, aboutit maintenant à réaccumuler des gens intelligents en bas de la structure sociale, parce qu'ils ne peuvent pas faire d'études. Donc on comprend d'où viennent les leaders des Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens intelligents qui n'avaient pas fait d'études, surprise. Et puis on comprend la bêtise des gens d'en face qui ont perdu, les directeurs de cabinet, les ministres, Macron, qui avaient tous fait l'ENA, qui étaient juste stupides en face de... qui ne comprenaient pas ce qui se passait, aveuglés par les indicateurs de prix de l'INSEE, avaient instauré une taxe sur les carburants qui mettait les gens à genoux économiquement. Mais vraiment, les gens qui nous gouvernent sont drôles. Alors, je crois que pour bien comprendre, je dis aussi beaucoup de bien des grandes écoles scientifiques en France. Parce que quand même, être bon en maths, c'est être bon en maths. Là, il faut être sérieux. Et c'est l'une des choses qui tiennent en France. Et si on veut redresser ce pays, il va falloir, empêcher les gens des grandes écoles scientifiques de foutre le camp à l'étranger, de les empêcher d'aller détruire l'activité économique en étant employés par des banques. Et donc, pour ça, il va falloir bien les payer d'une autre façon. Ça fait partie des... Je dirais des propositions. Mais l'ENA, c'est vraiment un truc. C'est magique. Je vais en venir. Hein. Je viens à la destruction créatrice. Hein. Ne vous en faites pas. Il faut voir que l'ENA, c'est un système de sélection. J'ai fait Sciences Po hein, quand même. Bon, pour dire, vu mes notes en économie à Sciences Po, je ne pense pas que j'aurais pu tenter l'ENA. Mais l'ENA, c'est vraiment un truc formidable. Essayez d'imaginer. Regardez. Moi, mon opinion sur l'euro, je me la suis faite. Quand on en a discuté tout de suite, j'ai tout de suite dit que ça n'allait pas marcher. J'ai fait 5 ans d'économie pour écrire un livre qui s'appelle L'illusion économique. Hein et donc, on se retrouve après. Ça a été fabriqué. J'avais un petit peu sous-estimé l'obstination de nos classes dirigeantes. Leur stupidité, en fait, et leur cruauté. Mais finalement, quand on lit actuellement L'illusion économique, je ne suis pas du tout en train de faire la pub pour des livres anciens à part, mais ça tient vachement bien le coup. Je suis très correct comme économiste, surtout qu'en plus, je maîtrise l'anthropologie. Mais sans ça, hors de France, tout le monde a pigé que l'euro était une faillite. Vous voyez, les économistes américains, les patrons allemands, les Suédois, il n'y a qu'en France qu'on croit que c'est normal. Mais la France est aussi le seul pays avancé qui pense que vivre avec un taux de chômage entre 8 et 10%, c'est normal. Il n'y en a pas d'autres. L'Angleterre est à 4% de chômage. Hein. L'Allemagne, pareil. On est un pays qui délire, en un sens. Regardez comment on fabrique notre classe dirigeante. Accepter... En général, les gens ne l'acceptent pas. Mais je vous demande de faire accepter, à titre d'axiome, le fait que l'euro est une absurdité. Une construction de monnaie étatique destinée à briser la société qui ne peut pas marcher. Maintenant, regardez comment on entre à l'ENA. Si vous dites dans une copie de l'ENA quelque chose de négatif sur l'euro, vous n'entrerez pas à l'ENA. Donc, en fait, l'un des critères de sélection à l'ENA, c'est l'incompréhension de la réalité économique du monde. C'est ça notre classe dirigeante, reproduite sur des décennies. Donc l'ENA est un endroit où on sélectionne les moins aptes. C'est quand même un sacré truc. Vous voyez ? C'est notre pays. Voilà. Et au bout du bout, alors vous arrivez à une classe dirigeante, ils sont tous entraînards, qui sont hypnotisés par Macron, qui n'est que l'un d'eux. Et donc Macron, tout d'un coup, vous utilise ce mot, la destruction créatrice. De Schumpeter. Alors, la destruction créatrice, c'est très joli, c'est un oxymore dynamique, c'est parfaitement applicable. C'est que quand vous êtes dans une économie qui se développe, capitaliste, hein, des entreprises doivent mourir et d'autres naissent. Je veux dire, l'apparition de nouvelles techniques rend des techniques obsolètes et aboutit à la destruction de certains secteurs et à l'émergence d'autres secteurs. C'est ça. Et donc, appliquer la notion de destruction créatrice à un pays, la France, où tout est détruit et rien n'apparaît, c'est juste ridicule. Ce qu'on a, nous, c'est une destruction non créatrice. Et d'ailleurs, on voit notre industrie qui est... Et comme le dit Ashoka Modi, qui est un économiste
je ne sais pas si on doit dire maintenant qu'il est indien ou américain. Il a écrit un bouquin qui s'appelle The Euro Tragedy. Non, oui, c'est ça, A Drama in 9 Acts, un drame en 9 actes. C'est une sorte de somme sur la faillite de l'euro. Il parle de la bulle cognitive dans laquelle se débattent les élites françaises. Je crois que je suis en train de me perdre un peu dans mon raisonnement là. Mais, oui, et Modi dit non, le bon concept pour la France, pour un pays comme la France, c'est le concept moderne en économie. Vous voyez quand même, je suis votre question. Hein. Le bon concept, c'est le concept d'hystérésis. C'est-à-dire que si vous mettez une économie en état de blocage pendant un certain temps, eh ben, elle va perdre ses ouvriers qualifiés, ses ingénieurs, voilà. Et ensuite, il y a des dégâts irréversibles qui continueront, même si vous entrez dans une phase de relance. La première chose qui vient à l'esprit, ça a été la merveilleuse politique d'EDF lors du gel du programme nucléaire. Je le sais parce que j'avais un copain qui est décédé, malheureusement, qui était ingénieur nucléaire. Donc tout d'un coup, EDF change de programme, on truc comme ça, donc on fout tout le monde à la retraite, donc on perd les savoir-faire, que ce soit au niveau des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers. Et donc le bon concept, si Macron avait un cerveau, ou s'il était à jour en termes de conception économique, je reconnais que là, c'est du pur surréalité de dire des choses comme ça. Eh bien, il nous parlerait d'hystérésis. Il dirait j'ai été élu président de la République française dans des circonstances tout à fait ordinaires. J'ai profité de l'effondrement du clivage gauche-droite, de la lassitude des gens devant cette comédie que nous jouaient les partis politiques, paralysés par l'euro et ne pouvant rien faire. J'arrive au pouvoir et je suis président et je suis embêté parce que je suis toujours dans l'euro et que je ne peux rien faire et qu'en plus j'ai ce problème d'hystérésis. Si on avait entendu parler Macron d'hystérésis, j'aurais écrit un autre livre. Hein. Vous voyez, le truc, je crois, le plus fondamental en France, pas juste pour la compréhension, mais pour l'action politique. Parce que quand même, on peut se démobiliser, mais là, je ne pense pas qu'avec l'histoire des retraites, on va vers une démobilisation générale de la population française. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Un pont trop loin. Je pense que la réforme des retraites, pour les gens qui nous gouvernent, c'est le pont trop loin. C'est-à-dire qu'il y a eu une succession de petites crapuleries dans tous les coins, qui commencent à sortir d'ailleurs, mais qu'après s'être fait casser par l'histoire des Gilets jaunes, briser, je veux dire, une sorte de convention française fondamentale. Convention française fondamentale, c'est dur, il y a du chômage, l'arrivée dans la vie professionnelle est une galère, d'autant plus difficile qu'on a fait moins d'études. Mais si on arrive à survivre économiquement à peu près jusqu'à la retraite, ensuite on a quelques années pour souffler. C'était ça la vie en France. Voilà. Et là, Macron nous dit, non. non. Comme j'avais dit avant, l'anxiété jusqu'à la mort. Qui pour un démographe va vouloir dire aussi, là, une hausse de la mortalité. Puisque bien entendu, la baisse de la mortalité, ce n'est pas juste la médecine, hein, c'est les retraites. C'est qu'on donne aux gens des retraites. Mais si vous êtes vieux, fatigué et que vous n'avez pas de pension, vous ne faites pas de vieux os. Donc je pense qu'ils sont allés trop loin. Je ne vois pas comment ça peut s'arrêter. Et c'est dans un contexte comme ça qu'il est vraiment important de faire le bon diagnostic sur la situation. La grande illusion en France, héritée de la révolution néolibérale, de Margaret Thatcher, de choses qui ont réellement existé, choses qui ont réellement dévasté les sociétés avancées, mais surtout les sociétés anglo-américaines. Le concept de néolibéralisme, de capitalisme abominable, de financier aux dents longues, ne nous permet pas de comprendre ce qu'on vit nous en France. Parce qu'on cherche des capitalistes aux dents longues, on cherche une bourgeoisie financière ou une aristocratie financière, comme dirait Marx. Mais la vérité de la France, c'est qu'avec son histoire d'un développement économique piloté par l'État pendant les 30 Glorieuses, le groupe dirigeant reste la haute administration. Une haute administration, une ENA qui au lendemain de la guerre était patriotique, raisonnable, qui acceptait de dévaluer le franc pour rajuster le coût du travail et dans une optique de solidarité nationale, en fait. Mais une haute bureaucratie qui a
pris dans la tête de plein fouet la révolution néolibérale et qu'il a accepté sans rien y comprendre. Donc le vrai mystère de la France, c'est qu'on a une haute administration qui contrôle un appareil d'État qui, sur le plan répressif, ainsi qu'on peut le constater chaque jour, est de plus en plus puissant. Ils pensent faire du néolibéralisme. Donc ils vendent les aéroports, ils vont essayer de mettre les fonds de pension dans le secteur du logement social. Ils font des trucs dont ils pensent que c'est du néolibéralisme, alors qu'en fait, c'est un capitalisme, ça reste un capitalisme subventionné par l'État. Ça aboutit à la destruction de toute l'industrie française. Et sur ce champ de ruines, il ne reste que l'État. Ça, c'est la fausse conscience et c'est le retour du refoulé. Ce sont des étatistes. Et la grande erreur pour les gens qui cherchent à s'opposer à eux, c'est de penser qu'ils sont libéraux. Je veux dire, non, eux le croient. Eux le croient. Ils veulent aller encore plus loin, ils veulent tout flexibiliser, etc. Dans un contexte français, ça ne marche pas. Et en fait, la grande erreur, la cible d'une opposition, les rapports entre les classes, dans le livre, je les décris de deux manières. Je décris d'abord, là d'où on vient, c'est une cascade de mépris descendant. C'est-à-dire des ouvriers français qui vont pas bien et qui, pour se sentir mieux, méprisent les immigrés et leurs enfants. Au-dessus, bon, il y a les catégories intermédiaires dont on ne sait pas trop ce qu'elles pensent et qui ne pensent pas exister. Puis il y a ce que j'appelle les losers d'en haut, la petite bourgeoisie qui méprise les prolos français pour se sentir mieux alors qu'elle-même est en train de couler. Et puis vous avez au-dessus ce que j'appelle l'aristocratie stato-financière, pas financière, stato-financière, parce que l'État, qui humilie à l'échelle européenne, je parle de modèle aztèque, fait une politique qui finalement ne sert plus à rien sur le plan économique, si ce n'est à se faire les nerfs sur la population française. Donc en fait, la réforme des retraites, c'est pas fait pour arranger les choses. C'est un acte purement sadique. Ça existe dans l'histoire, le sadisme d'État. Hein, mais la bonne lutte des classes, dans le contexte d'une société où seuls les gens d'en haut, quoique humiliés, s'en sortent financièrement, ça serait que tous ces regards tournés vers le bas dans un mouvement méprisant se redressent, regardent vers le haut, identifient correctement l'ennemi, ne croient pas que c'est le capitalisme et une banque privée autonome, mais voient que c'est le haut appareil d'État, avec sa justice et sa police, dit le type qui se prend pour Lénine. Il y a un chapitre passionnant dans votre livre, c'est comment on est arrivé à la monnaie unique, parce que les élites de tout temps ont été fascinées par le modèle allemand, vous le montrez, et il y a eu une véritable rivalité mimétique. Et vous m'avez fait rire lorsque vous dites que l'euro, c'est une réaction de bonne tenue. C'est pas moi, j'avais un copain qui travaillait à Bercy. Voilà, qui vous a dit ça? Mais bien sûr. Donc ça dit beaucoup sur le plan symbolique et sur le rapport à la population. Non, mais le monétarisme. Le rapport à la monnaie est un rapport qui n'est jamais sain parce qu'il n'y a rien de plus compliqué à comprendre que la monnaie. Le commerce international, c'est assez simple. Les travailleurs de l'industrie ont très vite vu, pas les énarques qui, eux, avaient été sélectionnés pour ne rien voir. Hein. Donc, ont très vite vu que l'abaissement des barrières douanières et la mise en concurrence avec les populations actives à très bas taux de salaire de Chine et puis d'Europe de l'Est allait leur poser un problème. C'est très simple, ça, à analyser. Et même si vous êtes confronté à un énarque qui vous dit « mais quand même, vous pourrez acheter des produits moins chers », vous pouvez lui répondre « mais sans salaire, quel que soit le prix, ça va être difficile. Hein » Vous voyez, donc on est dans un univers simple, en fait. La monnaie, c'est vraiment quelque chose de compliqué, parce que la monnaie, comment dire, il y a une sorte d'ambivalence fondamentale de la monnaie, qui est à la fois création simultanée de l'État et du marché libre. C'est-à-dire que la monnaie, il y a un anticommiste allemand qui s'appelle Knapp. À mon avis, on doit être une dizaine en France à avoir lu, dans la version anglaise qu'avait patronné Keynes. C'est le premier qui a compris que ce qui faisait qu'une monnaie sans signe métallique fonctionnait, c'était que l'État l'acceptait pour le paiement des impôts. Vous êtes dans un système où l'État accepte que les citoyens soient libérés quand ils payent avec de la monnaie papier ou des signes sur des comptes bancaires. Eh bien, cette monnaie existe. Il n'y a rien à faire. Mais la monnaie, ça n'est pas que ça.
Et l'État peut créer de la monnaie, ou pouvait en créer avant Maastricht, ou même avant qu'il se l'interdise lui-même par la loi Pompidou, je ne sais quoi, là. Mais la monnaie, elle naît aussi de l'interaction entre les banques qui fabriquent de la monnaie, etc. C'est vraiment quelque chose de très complexe. C'est pour ça qu'au premier trimestre de mon année préparatoire à Sciences Po, on nous donne un devoir sur la monnaie. Et ce qui est absurde, donner un devoir des étudiants de première année sur la monnaie. Et donc moi, j'ai été droit et honnête. J'ai mis tout ce que j'avais compris et j'ai eu 1,5. Voilà. Mais les mecs qui avaient recopié des bouts de manuel sans rien comprendre et qui ont eu des notes normales, ensuite, ils ont conçu l'euro. C'est ma génération. Vous voyez ? C'est ça la monnaie. Et en fait, en gros, on va vous dire, puis la monnaie, c'est un instrument de transaction, c'est un truc de réserve de valeur. Et c'est dans un contexte français, de tradition catholique, petite bourgeoise, etc., il y a quand même l'idée dominante qu'une monnaie stable, c'est mieux. Vous voyez ? Alors, les gens s'imaginent aussi que la valeur de l'or est stable. C'est pas vrai non plus, mais il y a, vous voyez, des trucs qui brillent. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça bouge pas et que ça a une valeur intrinsèque. De même que vous pouvez vous imaginer qu'une maison a une valeur intrinsèque, ainsi que tous les gens qui ont fait des investissements immobiliers fabuleux dans la Creuse peuvent se l'imaginer. J'espère que personne n'a acheté une maison dans la Creuse. Je sais pas, moi pas. Hein. Donc, vous voyez, je suis désolé, je suis fatigué. Et donc, il y a une prédisposition dans un pays comme la France à penser qu'une monnaie stable, c'est mieux. Ça n'est pas vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu des grands mouvements populistes qui disaient « Mais non, la démocratie, c'est de dévaluer la monnaie. Plus vite la monnaie se dévalue, plus vite les gens qui en ont beaucoup sont floués et plus c'est démocratique. Hein » On peut le dire comme ça. A priori, l'érosion monétaire va favoriser les jeunes, les ouvriers, des trucs comme ça. Mais en France, c'est pas ça. Donc j'avais ce copain, c'était il y a longtemps, à l'époque où j'écrivais l'illusion économique, qui avait travaillé à Bercy et a cette préférence pour une monnaie rigide, stable, etc. Ça transparaissait dans le vocabulaire en plus avec une dimension irrationnelle supplémentaire, parce que ces énarques, etc., trouvaient que les dévaluations, c'était un déshonneur. Moi, j'ai dit dans mon livre que l'expression qui prédominait ou qui était très utilisée dans les couloirs de Bercy à l'époque, à la fin des années 80, c'était qu'une monnaie stable était comparée à une érection de bonne tenue. Mais en fait, j'aurais pu aller plus loin et lui demander comment ils évoquaient les dévaluations. En fait, c'est pas sérieux, ça fait rire. Mais en fait, c'est sérieux, parce que c'est les images de la monnaie que les gens ont dans la tête. C'est très compliqué, la monnaie. C'est très compliqué. Avant de terminer et laisser la parole à la salle, vous citez une phrase d'un ancien ministre, pour savoir si vous partagez son avis, Anicet Le Post, qui a dit « Macron joue avec la démocratie et ouvre la voie aux forfaitures et risque d'être dépassé par plus violents que lui dans une société décomposée et désorganisée. » Est-ce que vous partagez cet avis aujourd'hui ? C'est-à-dire, vous n'excluez pas un coup d'État, mais est-ce que ce même ministre parle de maltraitance de l'État de droit aujourd'hui ? Ah oui, de toute façon, tout mon livre est en fait... Moi, je suis vraiment surpris de ce qui se passe, parce que j'ai fait ce livre au lendemain du soulèvement des Gilets jaunes, que j'approuve de tout mon cœur, dont je suis reconnaissant en tant que Français qui aime son pays pour ce qu'il aime. Le livre sort maintenant, finalement, à un moment où on est passé, je veux dire, encore en vitesse supérieure. Et si vous réfléchissez 2 minutes, Macron et sa fine équipe ont été brisés par les Gilets jaunes. Ils ont cédé financièrement. Et quelques mois après, ils repartent dans ce truc dément, pas du tout de réforme des retraites. J'ai passé par plusieurs étapes dans l'analyse de la réforme des retraites. D'abord, la notion de retraite universelle à point ne me plaisait pas, parce que le mot universel est un mot beau, c'est dans la tradition française, et donc j'avais trouvé un concept national-socialiste qui approchait mieux le concept de Gleichhaltung, c'est-à-dire qui veut dire à la fois mise au pas et synchronisation, plutôt qu'universel, vous voyez.
et que le Parti national-socialiste des travailleurs allemands avait utilisé lors de la mise au pas de la société allemande après l'arrivée au pouvoir de Hitler. Ensuite, quand j'ai vu que le point n'était pas défini et que les types ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, je me suis dit non, peut-être ça serait mieux de penser les choses en termes de minimum vieillesse pour tous dans l'avenir. Et là, au stade actuel, puisque en fait ce qui se passe, on est en train de voter un projet. Le seul truc dont on peut être sûr, c'est qu'il annule le système ancien. Mais d'un autre côté, comme il intègre plutôt où il n'est pas capable de définir un système nouveau, avec ce chef-d'œuvre d'un indice à venir pour le point, la vérité, c'est que ce qui se passe actuellement est une abolition du système de retraite et qu'on n'a même plus la garantie qu'il y aura un système de retraite. Donc on est dans une extrême violence sociale. Effectivement, alors je ne sais plus si ça recoupe, je pense que je serais profondément d'accord avec Alice Le Bors, mais ce qui ne me surprend pas du tout en termes de trajectoires idéologiques de l'un et de l'autre, mais on est confronté à une violence d'État venue d'en haut dont les gens commencent seulement à comprendre la profondeur. Vous savez, moi, je sors de la partie dure de ce qu'ils appellent aimablement la promotion de mon livre. Il écrit un livre, c'est pour se faire du pognon, parce qu'il y a une petite retraite. Vous voyez ? Donc, quand on sort un livre, on va dans des émissions de radio, de télévision. C'est en fait super dur parce que la situation est réouverte. Moi, je sais que je suis interdit d'antenne sur le secteur public quand la France est calme. Donc, au moment des Gilets jaunes, il y a eu un peu de flou et donc j'ai pu aller dire ce que je pensais à France Culture. Et puis là, dans la sortie du livre, comme pour mon dernier livre, qui n'était pas tellement polémique, une esquisse de l'histoire humaine, etc., je vais vous dire des éléments, comment sort un livre. Là, c'est intéressant. La dernière fois, 3 émissions programmées sur mon livre avaient été annulées à France Inter. Donc là, je me suis dit, je vais leur faire une farce. Je vais accepter d'aller à l'émission de Ruquier, ce que j'avais refusé toute ma vie, pour forcer France Inter à m'inviter et à ne pas annuler l'invitation. Donc j'ai dû m'appuyer une séance où j'avais 2 abrutis qui m'insultaient, etc. Et j'ai regardé la vidéo, j'ai l'air hyper heureux. Donc je me suis défendu, mais après coup, je me suis demandé si j'avais pas fait à mon insu un léger AVC pour avoir pris ça avec une tellement bonne humeur. Donc je suis reparti ravi. Mais c'est parce qu'ils étaient vraiment bêtes. Donc c'est quand même... voilà. Et alors donc je suis allé à France Inter. Et alors là, rebelote, Ali Badou, qui comme un fou. C'était super dur en fait. Il n'y aurait pas eu Natacha Polony pour me soutenir. Je pense que j'y serais pas arrivé. Mais c'est... Comment dire ? C'est super violent de se faire insulter. Et alors là, il y avait Ali Badou, je ne sais pas s'il n'avait pas pu lire mon livre ou s'il ne savait pas lire tout court, qui me disait, il me lançait tout là, vous employez à propos du président le mot fascistoïde, ça. Je ne sais plus très bien ce qui s'était passé dans le débat, mais c'était devenu le truc, en fait. On dit, ouais, Emmanuel Todd est un provocateur irresponsable, il emploie le mot fascistoïde. Donc je donnais des explications du genre, mais il faut bien comprendre que quand on abolit les notions de droite et de gauche... on entre en zone fascistoïde parce que l'alternance droite-gauche fait partie de la démocratie. L'abolition du clivage droite-gauche, ce n'est pas un truc qui a été inventé par Macron. C'est la théorie du Front National au départ. Donc Macron a adopté la théorie du MPS en fait. Donc je rentrais dans des trucs comme ça. Et alors l'apothéose, c'était l'autre jour à France Info. J'avais pris au fond de moi-même la décision. Vous savez, avec ces gens, moi je les sens bien ces types-là. Je peux me tromper, mais vous savez, c'est comme avec les chiens qui aboient. Il ne faut pas donner l'impression qu'on a peur. Et donc... c'est un type sympa. En fait, l'émission était bien. J'ai pu dire du mal de l'INSEE. Il n'y avait pas de problème. Et puis, mais quand même, vous utilisez l'expression fascistoïde, etc. J'avais prévu. Je me suis dit, non, cette fois-ci, pas d'explication lente, etc. J'ai dit, non, mais écoutez, de toute façon, avec la réforme des retraites, j'ai signé une pétition lancée par l'Humanité sur la nécessité d'un référendum qui n'aura bien entendu pas lieu, mais c'est bien de le dire. Je dis que je fais référence à l'avis du Conseil d'État,
J'évoque le fait que cette réforme des retraites sera inconstitutionnelle, que le député s'apprête à voter une décision inconstitutionnelle, en fait. Alors, on me dit, mais on ne peut pas laisser le Parlement travailler. Je dis, mais vous vous souvenez que la Constitution est au-dessus du Parlement et qu'en fait, ni le président, ni le Parlement n'ont le droit de voter n'importe quoi. Donc je dis que si on vote des lois inconstitutionnelles, on va faire deux choses. On va mettre la population, je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, bon, je vous laisse imaginer, mais surtout que le vote de cette loi contre la Constitution va avoir l'effet mécanique, je n'ai pas employé le mot mécanique, mais ça aurait fait joli, je pense, j'aurais dû, délégitimer le mandat des députés, parce que des députés qui votent contre la Constitution ne sont plus députés, et de délégitimer le mandat du président, qui ne sera plus président. Voilà. Et puis j'ai terminé en disant que, en fait, cette loi devrait être considérée comme un coup d'État, et que le mot fascistoïde était tout à fait dépassé. Alors, vous savez, moi, le succès de ma carrière, parce que tout le monde me traite de germanophobe, et évidemment, les gens ne savent pas que j'ai une image de type tout à fait, enfin, un peu teigneux, mais relativement raisonnable en Allemagne. Vous savez pourquoi on me traite de germanophobe en France? Parce que je dis que les Français et les Allemands sont très différents. Voilà. Mais si on dit ça des Allemands, ils sont hyper soulagés. donc j'ai fait une conférence à la quelque chose Siemens Stiftung, fondation, à Munich, dans leurs locaux. J'avais du mérite, j'avais rien préparé. J'ai fait ça en anglais, c'était une catastrophe, mais quand même 1h30, etc. Ce dont j'étais très fier, c'est que j'ai réussi à faire rire un public allemand. À la fin, je leur ai dit, il y avait le type qui me disait merci monsieur Todd, etc. Il avait bien pris les choses comme il était sympa. Le mec qui m'avait invité ne voulait plus me parler ensuite. J'ai repris la parole. Écoutez, je voudrais dire vraiment à quel point je suis reconnaissant d'avoir ri à mes mauvaises plaisanteries. Parce que vous savez, moi, je suis entré dans la vie intellectuelle en admirateur de Karl Marx. Oui, je bougle. Et je termine quand même en fan de Woody Allen. Voilà. Bonsoir. On me dit soyez synthétique. Effectivement, je vais essayer d'être synthétique. Sachant que, petite parenthèse et petit préambule, j'ai un peu le cerveau en plein de boue parce que mes parents ont perdu leur maison liée à la tempête Gloria. Donc depuis 3 semaines, je ne dors pas. Les assurances, je confirme, c'est compliqué. Voilà, petite parenthèse. Merci en tout cas, monsieur Todd, parce que vraiment, effectivement, on passe un bon moment et ça fait plaisir de vous entendre dans tout ce marasme ambiant actuel. J'étais, entre autres, neuropsychologue et donc je suis le pur produit de la petite fille modèle qui est toujours travaillée, était la première. Avec 19-20, quand j'avais 16, c'était la mauvaise note. Et donc, bac plus 11 euros et demi de l'heure, échelon 8. Donc voilà, la super méritocratie dont parlait monsieur Nicolas Sarkozy. Donc vous parlez de déficit cognitif des gouvernants. Moi, je parlais de déficit cognitif des gouvernés. Parce que je crois que c'est ça le souci. De fausse conscience, moi j'ai envie de parler de déni, de dissonance cognitive. On est dans un syndrome de la grenouille géant. Enfin vraiment, on est tous beaucoup de non-éveillés. Et je crois que c'est ça le souci, au-delà des gouvernants qui sont des psychopathes et voilà, j'en passe. Vous parlez de sadisme d'État, moi j'aimerais bien parler de masochisme du peuple. Je sais, je suis un peu dure aujourd'hui, mais... Et puis je parle souvent aussi alors j'essaie de résumer. Je crois que j'ai compris, je pense que je peux vous répondre tout de suite là. Oui, parce que il y avait une question à la fin. Il y avait... alors, non, oui, allez-y, alors vite. Vous disiez aussi qu'effectivement, vous avez raison, qu'on ne va pas faire de vieux os. Moi je dirais que c'est bien quand même pour eux qu'on fasse des vieux os, mais un peu malades pour bien... que l'industrie pharmaceutique gagne. Quelle est la question? Mais du coup, j'ai perdu ma question. Bon, alors, je vais faire un petit commentaire sur la question des positions respectives des gens qui nous gouvernent et de la population française. Le livre contient une analyse extrêmement détaillée de la fausse conscience de tout le monde. Je parle de conscience suicidaire pour les ouvriers qui votent Front National. Je parle de non-conscience pour les catégories intermédiaires. Je reparle de fausse conscience pour la petite bourgeoisie. J'ai le sentiment de n'avoir épargné personne, et ça m'inclut. Et j'utilise, ainsi que vous l'avez très justement mentionné, les travaux d'Ehrenberg avec la notion d'homme fatigué. Et il y a quand même presque un chapitre du livre qui est consacré, je dirais, à la diminution de la capacité de réaction, de défense et de conflit dans nos sociétés, comme effet paradoxal,
je dirais, du triomphe de l'individualisme. On n'a pas parlé de tout jusqu'à présent. Et donc, l'un des thèmes vraiment fondamentaux du livre, c'est qu'on est, en ce sens, vraiment tous dans le même bateau, et que l'un des paradoxes de la période, c'est probablement ça qui explique le plus fondamentalement l'acceptation de l'euro malgré le martyre qu'il fait subir à la population française, c'est que l'individu, sans l'encadrement d'une collectivité, n'est pas plus grand, mais diminué, en fait. C'est ça qu'on vit. Et en ce qui concerne le genre de jugement qu'on a sur les milieux éduqués et les milieux populaires, je suis très clair, et depuis plusieurs livres. C'est-à-dire que j'ai une critique très détaillée dans le livre des gens qui idéalisent le peuple et ce que les partisans de Michéa appellent la common decency, et qui veulent se raconter, qui sont toujours dans un modèle, pour moi, complètement archaïque, dans lequel les gens éduqués sont vilains et les gens d'en bas sont merveilleux. Pour moi, c'est une conception radicalement antidémocratique. C'est une perversion de l'inégalité. C'est juste renverser l'idée de différence entre les hommes. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que mon livre va être critiqué. Ça m'a été révélé très tôt, en fait. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Un petit moment personnel. Mon épouse est fille de paysans nivernais, d'origine normande. Moi, je viens de milieu intellectuel depuis des tas de générations. Et je me souviens, je renvoie une conversation qui remonte à il y a un quart de siècle. Elle m'avait dit, Emmanuel, à l'époque où j'étais un peu dans une idéalisation des milieux populaires, elle m'a dit, Emmanuel, tu as sans doute raison pour les catégories supérieures, mais... je pense que pour les milieux populaires, tu te fais des idées. Sur ce plan-là, c'est vrai, c'est l'illusion ultime. C'est vraiment, je dirais, la version la plus profonde du « on est tous dans le même bateau ». Et donc la solution ne viendra pas d'une accusation du capitalisme, et la solution ne viendra pas de trouver des ressources morales dans les milieux populaires. C'est pas les mêmes régions, c'est pas exactement les mêmes catégories, mais bon, les gilets jaunes, c'est les milieux populaires dans une phase de critique ascendante du système, et j'en donne une vision là peut-être un peu idéalisée à la fin, mais c'est très récent. Le renversement d'attitude du corps enseignant, ça sera fondamental, mais honnêtement, le monde ouvrier qui vote Front National, et s'il reste dans le Front National, il n'y a juste rien à en attendre. Mais moi, je préfère me foutre de la gueule des énarques et des mecs qui s'en foutent plein les poches que des types qui galèrent financièrement. Il faut être humain quand même. Bonsoir, Monsieur Todd. Vous êtes un des premiers intellectuels en France à avoir apporté un éclairage sur les Gilets jaunes qui était assez différent du torrent de boue que beaucoup de vos collègues et aussi d'hommes politiques ont pu proférer contre eux. C'est à ce titre aussi que je voudrais vous en remercier parce que je fais partie de ces Gilets jaunes avec ma femme et nombre d'amis. Et la question que je me pose aujourd'hui, je n'ai pas encore lu votre livre, je le précise, donc je ne sais pas ce que vous dites sur les Gilets jaunes vraiment. À part c'est très sympa. Quelques articles. Non, mais ça pourrait être aussi une critique. Il y a surtout une analyse sociologique et géographique très détaillée qui montre que la façon dont le mouvement s'est étendu sur l'ensemble du territoire pour finir se cristalliser dans la région toulousaine, au plus solide, est tout à fait compatible avec l'idée d'une homogénéisation du territoire français, en fait. D'accord. Ma question, si vous voulez, porte plus sur votre position et la position des intellectuels face à ce mouvement. Alors, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont pris un petit peu le train en marche, quand même, qui, encore aujourd'hui, commencent à dire, finalement, bon, il y a peut-être des choses assez positives. Des noms. Alors, je ne citerai personne, mais bon, là où je veux en venir, c'est la question que je me pose, c'est comment est-ce que des personnes comme vous, qui ont très tôt une réflexion plutôt positive et constructive sur ce mouvement, arrive à s'impliquer dans cette démarche alors que vous êtes très peu nombreux et que d'autre part, ce n'est pas une accusation, mais je n'ai pas l'impression que vous ayez à aucun moment enfilé un gilet jaune. Je vous ai jamais vu dans une manif non plus, mais peut-être l'avez-vous fait, peut-être, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui bloque? Je comprends que ce soit dangereux aujourd'hui. Être dans les rues de Toulouse le samedi après-midi, c'est un risque, et même sur les ronds-points, je n'ai pas besoin de vous le préciser, vous le savez. Donc pourquoi y a-t-il ce hiatus alors qu'on a vu à une certaine époque des gens comme Sartre, par exemple, défiler, vociférer dans un micro sur des places publiques à la Lordon, en quelque sorte. Comment vous expliquez ce petit schisme, je dirais? Moi, pour ceux qui ne font rien, qui ne disent rien, je renvoie à tout ce que je dis sur le phénomène de
différenciation culturelle, c'est-à-dire que les études supérieures, je parle de ma statistique, je ne parle pas de tel ou tel individu. Moi, je suis assez copain avec François Boulot, qui est avocat. Et s'il est avocat, j'espère fortement qu'il a fait des études supérieures. Et donc, je pense que l'une des particularités de la situation actuelle, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle le retard des mentalités sur les évolutions socio-économiques. En fait, le moment des Gilets jaunes, il a à la fois attiré une sympathie de 70% de la population, mais une difficulté concrète sur le terrain à aller au contact. Je me souviens, j'étais fait une conférence en Bretagne sur un autre sujet, puis j'étais avec des profs retraités, très sympas, et qui me disaient des trucs hyper étranges pour moi. Ils n'étaient pas hostiles aux Gilets jaunes, mais ils me disaient « Ah oui, on en a vu sur les ronds-points, mais je n'ai pas osé leur parler, ils ont l'air très différents. » Donc je me suis retenu de faire la mauvaise blague du genre « Je vous parle bien, moi. » Vous voyez ? Pas le Parisien ignoble. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai pas fait parce qu'ils étaient très sympas. Puis en plus, c'est idiot. Actuellement, honnêtement, on ne peut pas tout faire. C'est très difficile de suivre la sociologie, l'évolution sociologique d'un pays tout seul, etc. Mais actuellement, il me semble qu'après les dernières grèves, elles ont démarré de style classique, avec les cheminots, la RATP, etc., le secteur public, la CGT, FO, la CFDT a joué son rôle de traître habituel. C'est un destin. Comment vous êtes à la CFDT ? Non, je ne suis pas syndiqué. Peut-être on peut dire à la CGT, je ne sais pas. Avec la CFDT ? Ah non, la CGT, vive la CGT, vive. Non, mais j'étais au PC quand même. Mais même les mecs de FO sont sympas. Hein. Non, pas du tout. C'est les mecs de la CFDT, on les voit venir gros comme une maison. C'est les héritiers de la CFTC. C'est de Saint-Guise catholique. C'est merci notre maître. Hein, vous voyez ? Et donc, ils restent qui sont. Simplement, maintenant, d'ailleurs, comme il n'y a plus ces différences, à mon avis, ils sont en état de grand risque, la CFDT. Parce que leur base socioculturelle n'existe plus. Et à mon avis, ils vont perdre des fédérations s'ils continuent comme ça. Mais, donc, au début, on a bien vu les différences. Mais actuellement, il me semble, pour peu que je puisse suivre, que les symboles commencent à se mélanger. C'est-à-dire que le jaune et le rouge, je pense qu'on est dans une phase de convergence des luttes, comme on disait autrefois. De convergence qu'on peut analyser comme des phénomènes particuliers, mais qui ferait partie de cette sortie de fausse conscience. Alors, pour ce qui me concerne, je vais vous dire, j'adore les manifs. Même quand j'étais au PC, en mai 68, j'étais sur une ligne, comme je l'ai expliqué à Frédéric Taddy l'autre jour, moi j'étais sur une ligne personnelle, le parti a raison, mais c'est quand même trop marrant d'aller manifester. J'étais descendu à Toulouse à un moment donné, je devais aller faire un topo pour le GREP. Donc ça se passait à la Toulouse Business School. Alors les types nous disaient, vous pouvez pas rentrer encore, il y a la manif des Gilets jaunes qui passe. Je suis allé les suivre et pour parler franchement, j'ai une attitude, quand je vais dans une manif, j'aime bien. Vous voyez, donc je ne vais pas dire des choses qui pourraient m'envoyer en prison, mais c'est une ambiance que j'aime bien. Et donc moi, je ne m'évanouis pas quand des types mettent le feu à une poubelle. Je ne le ferai pas, mais je ne m'évanouis pas. Et ensuite, je suis rentré, et puis c'était génial, il y avait tagué sur la Toulouse Business School racaille capitaliste. Ce qui, à mon avis, je le répète, est une erreur d'analyse. C'est l'État supérieur qu'il faut viser. Mais honnêtement, au stade actuel, là où j'en suis pour les manifs, moi, le problème, c'est mon arthrose. Vous voyez, ça ne me gênerait pas du tout. J'ai aucun problème à discuter. C'était l'idéologie de ma famille. On est tous fait pareil. Je veux dire, je ne crois pas une minute que les Gilets jaunes soient culturellement, humainement différents de moi. Et je m'excuse de le dire, honnêtement, qu'est-ce qui est le plus utile ? Que j'aille simplement me foutre les lombaires en l'air dans une manif de Gilets jaunes ou d'accoucher d'une théorie qui explique le réarmement intellectuel des catégories dites inférieures de la société et la stupidité des gens d'en haut. En quoi je suis le plus utile ? Honnêtement. Ce qui est bien, c'est qu'à mon âge, on répond direct, sincère, on s'en fout. Hein. C'est vraiment génial. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. C'est toujours passionnant de vous écouter. Et c'est même palpitant. Et en fait, je voulais vous poser la question suivante par rapport aux réformes des retraites. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'avais un collègue qui était britannique
jusqu'à peu. Il est toujours copain, mais il est parti à la retraite et on avait discuté. Sa retraite de base, elle devait à peu près de l'ordre de 20% de son salaire, de remplacement de son salaire actuel, quoi. Et ce que je me dis, ou que je crois savoir, c'est que le régime de retraite en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, c'est la capitalisation. En gros, j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus. Est-ce qu'en France, on n'est pas le dernier bastion avec des succès d'années de communisme qui avait été mis en place par Ambroise Croizat, le régime de retraite par répartition. Et donc, du coup, les Macron et compagnie, ils sont en train de faire tomber le dernier rempart pour servir la classe de BlackRock & Co. Je ne suis pas spécialiste de ces questions de retraite. J'ai déjà eu assez de mal quand moi-même je suis passé à la retraite, mais j'étais fonctionnaire, donc ça allait. C'est peut-être ce qu'ils essayent de faire au gouvernement. Alors, c'est paradoxal, puisqu'en fait, les Anglo-Américains sont dans une compréhension du fait qu'ils avaient mis leur population en danger, et qu'en fait, c'est probablement en partie à cause de ces histoires qu'ils ont des hausses de mortalité. Et c'est peut-être ce qu'ils sont en train d'essayer de faire en France. Mais, comme je le disais au début, en Angleterre, aux États-Unis, vous n'avez pas dans la population des valeurs égalitaires très fortes. Vous pouvez faire subir à la population, sans déstabiliser le système politique, beaucoup de choses. Les Anglais, ils se sont débarrassés de leurs paysans entre le 18e et le 19e. Depuis Thatcher, ils se sont débarrassés de leurs ouvriers. Enfin, c'est des sociétés qui sont capables d'évolution souple et violente. La France, c'est pas ça. Je peux vous faire une prédiction conditionnelle. S'ils s'obstinent à essayer de mettre la population française dans l'état où ont été mises des populations anglaises et américaines du point de vue des retraites, ça va leur coûter cher, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont en face d'eux. Vous voyez, je crois toujours à l'anthropologie, aux valeurs égalitaires. Ils ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent pour eux-mêmes. Et c'est drôle, alors qu'ils étaient réfugiés dans leur ministère, terrés au moment des Gilets jaunes, avec des plans d'évacuation de Macron par hélicoptère. Donc peut-être c'est le projet, mais en France, ça va donner tout à fait autre chose. Merci encore. Merci à vous. Les dédicaces se passent ici. C'était Emmanuel Todd à la librairie Ombre Blanche le 13 février 2020 pour la présentation de son ouvrage « Les luttes de classe en France au XXIe siècle » avec la contribution du journaliste Baptiste Touvray. Emmanuel Todd est aussi l'auteur de L'invention de l'Europe, L'origine des systèmes familiaux ou encore de Où en sommes-nous ?